Il est 8h17. Pierre de Villeneuve, vous recevez maintenant Hugues Rançon, député La République En Marche de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Il y a un peu plus d'un an, vous disiez dans une interview au journal L'Opinion: je suis un bon petit soldat, j'irai là où Macron me dit d'aller. Il y a un mois, en tout début de la crise des Gilets jaunes, vous appeliez Emmanuel Macron à changer de cap. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu la foi? Je n'ai jamais appelé Emmanuel Macron à changer de cap. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai écrit un livre consistait à dire qu'en réalité, il fallait prendre la mesure de ce qui se passait dans le pays depuis plusieurs mois et d'une forme de perception de décalage entre ce que nous avons dit que nous serions et ce que nous sommes, avec une double promesse originelle, celle de faire de la politique différemment, avec de l'horizontalité, de la participation, de la bienveillance, et celle de porter un projet progressiste. Vous savez, moi je crois profondément qu'Emmanuel Macron, c'est une chance pour le pays d'avoir un président de la République jeune, de 40 ans, progressiste, qui a su dépasser des clivages partisans, qui a su taper dans la fourmilière d'un vieux système politique qui a disparu des écrans radars d'ailleurs. On ne sait pas trop où il est. Vous savez où il est ou pas ? C'est une chance pour le pays, mais il faut aussi avoir conscience de ce qui se passe dans le pays, de ce que disent un certain nombre de nos concitoyens, une forme d'impatience, parfois de colère, d'exaspération. Donc je ne cherche certainement pas à influer sur le cap. En revanche, je pense que la politique doit être enrichie. Vous n'avez pas perdu la foi de la Macronie? Je n'ai certainement pas perdu la foi de la Macronie. Je pense que nous devons travailler à ce qu'est un projet progressiste. Je pense que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, que nous avons encore beaucoup à faire. Vous savez, ça fait 1 an et demi que nous sommes aux responsabilités. Oui. On a fait beaucoup en 1 an et demi. Dans la lutte contre le chômage de masse, dans la question de la formation, de l'apprentissage, de la réforme du code du travail. On sait ce que vous avez fait. Dans le logement. On sait ce que vous avez fait. On sait aussi ce que vous n'avez pas fait, puisqu'il y avait des mesures qui étaient prévues au 1er janvier. Et là-dessus, pardonnez-moi, il y a évidemment toutes les raisons qu'on sait, mais le gouvernement a reculé. Vous savez, il ne s'agit pas ici de savoir s'il y a des vainqueurs ou des vaincus, des gens qui avancent ou des gens qui reculent. Il s'agit juste de savoir que la France est confrontée à un mouvement d'ampleur, avec une résonance, je crois, inédite, un mouvement qui est présent partout, sur tous les territoires, et un mouvement qui, de facto, exprime une colère qui s'est agrégée au fil du temps, qui s'est sédimentée année après année, qui n'est pas liée à la politique qui est conduite depuis 1 an et demi. Et donc il a fallu s'ajuster. Une colère qui, en gros, se catalyse autour de 4 grands thèmes: le ras-le-bol fiscal, la situation des classes moyennes, des territoires délaissés. Vous allez me parler de la concertation qui arrive, mais bien sûr, tout ça, on le sait, Hugues Rançon. Ce que je voulais dire, c'est que l'ancien chiracien que vous êtes, on parlait d'un président en exercice à une époque, qui a rejoint Emmanuel Macron, qui n'a pas forcément la même vision des choses, puisque, vous l'avez dit, c'est une nouvelle manière de faire la politique. Est-ce que, avec les choix qui ont été faits dernièrement, est-ce que vous avez encore la foi dans Emmanuel Macron et dans ce qui va se passer, vu qu'il disait qu'on allait réformer le pays, et là, pour le coup, on ne peut pas tout réformer, Hugues Rançon. Face à l'ampleur de la crise, je crois précisément que le président a su réagir. Il a demandé au gouvernement de s'adapter. Le Parlement a lui-même voté dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et dans une rapidité exceptionnelle la semaine dernière des dispositifs pour répondre à l'urgence sociale. C'était impératif. Et face à ce mouvement, nous ne pouvions pas rester les bras ballants. Il y a un mouvement qui est un mouvement social, sincère, et qui, pour l'essentiel, est un mouvement pacifique, un mouvement dépolitisé. Alors, en face de cela, évidemment, beaucoup ont essayé de prendre en otage ce mouvement. Il y a eu des politiques qui, pour masquer leur vacuité intellectuelle ou la vacuité de leurs actions, ont essayé de récupérer le mouvement social. Je pense à Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan. Est-il la peine de les citer ce matin? Ils se reconnaîtront. Et d'ailleurs, je crois que dès qu'ils vont sur des ronds-points, personne n'en veut. Et puis, il y a une autre forme de récupération, qui est une récupération plus préoccupante, une récupération qui est faite par des extrémistes, des professionnels de la casse, des partisans du chaos. Ce sont des pseudo-nihilistes qui pensent que, en mettant tout à terre, les choses iront mieux demain. Je ne le crois pas. Je crois qu'ils mettent en jeu l'essentiel. Et je veux le dire ce matin sur votre antenne, ceci n'est plus tolérable. Il n'est pas tolérable dans ce pays que des monuments soient saccagés, que des forces de l'ordre soient agressées, qu'on menace de guerre civile, qu'on agresse des journalistes. Vous relayez le message de fermeté de Christophe Castaner. Il n'est pas tolérable non plus. Vous savez, je suis élu de Paris. Que depuis 5 semaines maintenant, la ville doive s'arrêter de vivre, que l'activité des commerçants et des artisans s'arrête, que des
emplois soient en jeu, que l'activité économique de notre ville soit en jeu, ça suffit. Évidemment, nous devons répondre à la détresse sociale, nous l'avons fait par des mesures d'urgence, et il y aura ce grand débat national qui doit être utile, mais voilà, nous ne pouvons pas tolérer un autre de marge avec l'ordre sujet public. est sur la table avec cette pétition qui prend de l'ampleur. 4 ONG veulent attaquer l'État pour inaction climatique. Plus d'1,7 million personnes ce matin au dernier décompte. Tout à l'heure, Bertrand Piccard, le fameux aventurier qui a 1000 solutions pour la planète, disait que cette pétition et cette action en justice était une bonne chose, qu'il ne fallait pas écarter cette action. L'astrophysicien Aurélien Barraud, à l'origine de l'appel des 200 personnalités pour sauver la planète, répondait à Emmanuel Macron en disant qu'on ne combat pas une crise planétaire par des mesures d'ajustement. Que faire aujourd'hui contre ça ? Écoutez, moi je pense, en tout cas, je me réjouis quand une pétition sur l'avenir de la planète peut recueillir autant d'adhésions, autant de signatures. On parle là de plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'engagent et qui veulent... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis heureux que nous fassions un écho médiatique à des personnes qui se mobilisent pour l'avenir de la planète. C'est une urgence absolue. L'avenir de la planète, ce n'est plus une menace, ce n'est plus une hypothèse. Il y a aujourd'hui une actualité. Il y a des inondations, il y a des morts, il y a des traumatismes par-delà la planète parce que nous n'agissons pas. Il faut agir et considérer que l'urgence climatique n'est plus une hypothèse. Il y a des dérèglements massifs et il faudra bien qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, mais pas que les pouvoirs publics, puissent avancer. Mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le gouvernement, par l'intermédiaire d'Édouard Philippe, met entre parenthèses la hausse du gasoil, qui fait partie de la transition écologique ? Alors vous savez, la hausse du gasoil et la trajectoire, c'est une politique que nous pouvons assumer, qui n'était pas forcément d'actualité, mais c'est pas parce qu'on va augmenter aujourd'hui ou non le gasoil que les dérèglements climatiques vont avoir... ça va jouer quand même. Je pense que nous devons considérer que c'est une responsabilité collective. Pouvoir public, évidemment, entreprises, associations, individus eux-mêmes. Vous savez... Jean-Yann disait à l'époque... Jean-Yann, je vais avoir cette référence devant vous ce matin, disait le changement climatique et l'avenir de la planète, ça préoccupe tout le monde, mais personne n'est là pour descendre la poubelle. C'est à peu près la situation aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut plus se contenter de grandes pétitions de principe. La France a un leadership en la matière. Il y avait eu le président Mitterrand à Rio, il y a eu Jacques Chirac avec la Maison Brûle à Johannesburg, puis la charte de l'environnement qui avait été adoptée dans les années 2000, Nicolas Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement, François Hollande avec la COP 21 et les accords de Paris, Emmanuel Macron aujourd'hui. La France a un leadership, a une responsabilité particulière et aujourd'hui nous devons considérer que l'urgence climatique et que la question environnementale est une priorité et qu'elle n'est pas incompatible avec la question de la justice sociale. Bien au contraire, je pense qu'il n'y a pas de justice sociale sans transition écologique et qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. Hugues Rançon, lorsqu'on lit votre livre, effectivement, qui vient de paraître, Le refus de la parenthèse aux éditions Débat public, on a l'impression que vous voudriez qu'on vous écoute plus. Vous appelez à un dialogue avec les corps intermédiaires. Est-ce que, Hugues Rançon, vous êtes écouté par le président, par le Premier ministre? Comment se passent les réunions de groupe? Est-ce qu'il y a un dialogue ou est-ce qu'on a ce qu'on a souvent appelé un président jupitérien qui prend des décisions? Vous savez, tout est toujours perfectible dans la vie. Je crois que si cette crise a une vertu, c'est qu'elle aura permis de réinventer notre façon d'exercer le pouvoir, entre nous évidemment, majorité et exécutif, mais aussi dans notre rapport aux Français. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons été élus sur une promesse d'horizontalité, de participation. Je crois qu'il y a une aspiration très forte des Français à participer au débat politique. Et la crise des Gilets jaunes est une forme d'expression de Rançon, vous êtes écouté ou pas par le président? C'est la question simple que je vous pose. La réponse va être très simple. Je crois que oui, précisément parce que les réponses ont été données la semaine dernière. Pourquoi est-ce que vous appelez à être mieux écouté? Précisément parce que lorsque le gouvernement a la semaine dernière mis sur la table une hypothèse, qui était celle de revenir sur le chèque énergie ou l'extension des chèques énergie, à laquelle nous n'adhérions pas, nous avons fait porter la voix des parlementaires qui voulaient justement expliquer que sur le terrain, nous n'imaginions pas que cette mesure, en tout cas que le fait de revenir sur cette mesure était envisageable. Vous avez une majorité qui est élue, qui est déterminée à avancer, à agir, mais qui est aussi déterminée à remonter des messages de terrain parce que ce sont des élus très présents sur le terrain. Hugues Rançon, il est où Emmanuel Macron? Je ne sais pas à l'heure qu'il est. Vous ne savez pas où il est? Non, parce que je ne suis pas... C'est pas inquiétant de voir un président de la République qui a disparu, comme le disait Jean-Michel Apathy tout à l'heure? Comme tous les matins, Jean-Michel Apathy, parce que je suis un auditeur fidèle. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense qu'il faut prendre un peu de recul avec tout ça. Vous savez, il y a 6 mois, les commentateurs politiques nous disaient qu'Emmanuel Macron
forcément aller faire 2 mandats. Ces mêmes commentateurs aujourd'hui nous disent qu'il pourrait peut-être ne pas finir celui-là, le premier. Est-ce qu'il se cache? Il faut garder un peu de... Mais il ne se cache pas. Il était d'ailleurs hier à la télévision chez Michel Drucker. Sur France 2, il s'est adressé aux Français. Donc ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Si Jean-Michel Apathy, si Europe 1 considère qu'il se cache, alors même qu'il était à la télévision pour s'adresser aux Français hier soir, je pense qu'il y a en effet un problème dans le fonctionnement médiatique et dans l'interprétation de l'action publique dans notre pays. Eh ben voilà, c'est encore de notre faute. Merci beaucoup Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous. Votre livre Le refus de la parenthèse aux éditions du Débat public.